La révision constitutionnelle continue à faire couler beaucoup d'armes parce que les Congolais se posent des questions. Est-ce que nous allons vers sa réalisation alors que Joseph Kabila, après quelques mois d'absence ou bien quelques années passées, il sort de sa tanière en évoquant l'indisponibilité de la conscience congolaise à accepter cette optique proposée par le pouvoir en place. Mais là, Joseph Kabila, sur une question de la balkanisation, il a préféré utiliser le concept soudanisation. C'est pour faire allusion à ce qui est arrivé au Soudan. Or, ce n'est pas ça vraiment les souhaits du peuple congolais, mais en tant que politique, cela ne nous laisse pas aussi inanimes pour penser à est-ce que le propos de Joseph Kabila n'allume-t-il pas de lui dans les faits? Est-ce que cela ne risque pas de diviser la classe politique alors que Kabila est sous condamnation de la justice congolaise? Nous allons en parler et en direct de la FM télévision. Vous avez les deux numéros affichés en bas de vos écrans et puis nous sommes sur l'application mobile Blue OTT international en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez la FM. Pour en parler et en débattre, nous recevons sur ce plateau les deux analystes. Non, d'abord, vous avez un habitué de cette émission que vous connaissez très bien, c'est Maître Bob Goy. Lui, ça fait très longtemps, mais je préfère mieux commencer par Maître Enoch Manoka, qui nous a fait plaisir pour la deuxième fois d'avoir répondu présent à ces grands plateaux spéciaux. Vous êtes président du parti politique Les Congo Nouveau, c'est ça? Président du mouvement citoyen Congo Nouveau. Merci, voilà. Monsieur Jean, pour l'invitation. Je salue tous les compatriotes qui nous suivent de part et d'autre. Je salue également les co-débatteurs avec qui nous allons discuter de la République. Je crois que c'est un réel plaisir pour moi de lancer ma présence aujourd'hui pour que nous discutions ensemble des problématiques qui gangrènent notre pays. Très bien. Merci beaucoup. En face de vous, vous avez Maître Bob Ngoy Mujinga, qui est analyste politique, un habitué de cette émission, bien que ça fait un peu longtemps que vous avez répondu à mon invitation. On sait que la politique, par moment, bon, vous êtes analyste politique quand même, mais par moment, ça vous emporte, vous cherchez à vous disséquer un peu un petit morceau, tout ça, en guise de... Alors, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, le plaisir est pour moi. Le plaisir de vous retrouver, ces téléspectateurs qui m'ont tant manqué. Je crois qu'aujourd'hui, comme chaque jour, nous allons essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice. Très bien. Merci beaucoup. D'abord, je commence avec vous. Maître, Kabila a choisi le 23 mars pour sortir de sa tanière et s'exprimer sur l'actualité en vogue, qui est la révision, modification, soit changement de la Constitution. On se pose des questions. Pourquoi Kabila a choisi le 23 mars pour sortir de sa tanière? Vous avez le temps. Ça reste un mystère. Bon, je dirais pas un mystère parce que on peut lire entre les lignes et comprendre plus ou moins ce qui se passe. Ce n'est pas par hasard. En tant qu'analyste, on peut voir et analyser les événements et en soutirer, bien entendu, une certaine saveur à présenter aux téléspectateurs. Très bien. Bon. Pourquoi le 23 mars? Vous savez que Kabila est cité, toujours pas innocemment, par le pouvoir, comme étant l'un des parrains ou les parrains de l'AFC M23. Alors, le fait qu'il ait choisi la date du 23 mars, c'est quand même révélateur. N'est-ce pas une manière de... Il y a comme un message subliminal que Kabila voulait faire passer dans les chefs des uns et des autres. Vous m'accusez de ceci, ben je ne vous ai jamais répondu, mais le jour où je préfère m'adresser à vous en vous passant un message très fort, c'est le 23 mars, un jour triste pour la République démocratique du Congo qui a vu naître le mouvement FCM 23. Alors, vous constaterez donc ici que ça vaut, ça doit nous faire réfléchir, de savoir pourquoi. Est-ce une manière de légitimer sa participation dans les mouvements rebelles? Est-ce une manière de montrer que désormais il va devoir mettre ses gants avec beaucoup plus de précision? Je crois que c'est parmi les choses qu'on pourra découvrir à l'avenir, mais toujours est-il que choisissant ce jour du 23 mars, qui est un jour symbolique, Kabila apparaît et il fait quand même des déclarations sérieuses. Vous l'aviez dit ici, il parle de soudanisation et il parle de bien d'autres choses
des accords avec le président Tshisekedi. Et enfin, il finit par parler du dialogue. Vous savez, au milieu de tout ça, la population qui nous suit ne sait pas à quel sein c'est voué. Doit-on donner plus de crédit aux propos de Kabila? Doit-on les ignorer? Ou se dire, bon, il ne va rien faire, ce sont des déclarations en l'air. Mais je crois, tout Congolais sérieux devrait prendre très au sérieux ces déclarations. Et interpeller, ces différentes déclarations doivent interpeller le pouvoir en place. Pourquoi? Parce que nous connaissons tous l'histoire du Soudan, qui était le plus grand État d'Afrique. Mais suite à des conflits internes, il y a eu les uns qui ont occupé le Soudan du Nord, il y a les autres qui ont occupé le Sud, et conséquence, ça a pris du temps, les uns et les autres ne voulaient pas discuter, conséquence, c'était comme une séparation de fait jusqu'à ce que ça a été confirmé par les uns et les autres. Le Soudan du Sud désormais existe et le Nord est resté comme un autre État. Il y a encore un autre exemple. Somaliland, c'était presque pareil. Il y avait une fraction de la population qui essayait, qui contestait certaines choses qui étaient dites par le pouvoir. Conséquence, ils ont créé une rébellion dans un coin de la Somalie. Conséquence, ça a pris du temps. Et tout récemment, Israël venait de reconnaître... Maître, qui est perdant? Dans tout ça, qui est perdant? Parce que Kabila, bien qu'il soit condamné par la justice, il reste dans ses pistes politiques. Il ne veut pas perdre les repères. Il profite du coin parce qu'il reste en posture d'un démocrate, d'après ses dires. Il profite du coin aliéné par la rébellion pour se faire une santé politique. Mais le pouvoir reste le pouvoir. Est-ce que Kabila peut-il à un certain moment donné bénéficier même de la confiance du peuple qu'il soit entendu? Le perdant de cette histoire, après toutes ces déclarations de Kabila, de soudanisation et tout le reste, le plus grand perdant risque d'être le peuple congolais. Parce que le peuple congolais se retrouve dans un étau entre les camps Tshisekedi et les camps Kabila. Les camps Kabila, Nanga et consorts, qui semblent, à en croire ces déclarations, très bien, vouloir s'approprier de la partie est de la République démocratique du Congo. En même temps, il y a les pouvoirs qui restent autoritaires dans le reste du pays. Conséquence, ici, le peuple congolais ne devrait pas, théoriquement, à mon avis, vouloir prendre position n'importe comment. Mais ici, s'il venait à se produire ce que Kabila dit, qui va perdre? Clairement, c'est le peuple congolais qui en sort perdant. Très bien. Et de ce point de vue, j'entends certaines langues de l'Union sacrée vouloir banaliser ces faits. Mais non, c'est une erreur. Pourquoi c'est une erreur? Parce que ici, comme je le disais au départ, et c'est une analyse qui s'est rapprochée des propos du professeur Bob Kabamba, qui disait que c'est une grave erreur, au regard une grave erreur de vouloir s'attaquer à la Constitution par les pouvoirs en place. Pourquoi? Parce que cette Constitution a été mise sur pied en tenant compte de dans des circonstances particulières. Et cette Constitution constitue donc la base du vouloir vivre collectif des Congolais. Vouloir s'attaquer à celui-ci, vouloir s'attaquer à cette Constitution, vouloir s'attaquer à cette Constitution signifierait aujourd'hui, tout le monde, sinon la majorité, semble pointer du mauvais doigt les AFC M23. Mais il ne faut pas donner un argument à Kabila. Vous sentez que dans la déclaration de Kabila, il évoque l'article 64. N'étendons-nous pas vers une forme de légitimation de la guerre de l'Est? Très bien. Parce qu'au départ, permettez-moi si j'ai fini par là, au départ, cette guerre était presque impopulaire. Parce qu'on l'attribuait une connotation rwandaise. Mais maintenant ici, je vois Kabila venir en train de vouloir dire que c'est une histoire congolaise qui est plus favorisée par le fait que la Constitution a été touchée. Très bien. Article 64. Merci. Faire échec à tout Congolais qui veut prendre le pouvoir par la force. Conséquence, ne soyons pas surpris si le pouvoir ne fait pas attention. Merci. Que du jour au lendemain, que Kabila nous dise qu'aujourd'hui, je cherche la guerre de l'Est est soutenue par le fait que Kinshasa veut prendre le pouvoir par la force. Merci beaucoup. C'est ça le danger. Alors, maître Nock, le nom de la sortie médiatique de Joseph Kabila, est-ce qu'on peut considérer cela comme juste un chien qui aboie pendant que la caravane est en train de passer,
ou bien il y a un message bien scripté là qu'il faudrait nécessairement décrypter, parce que la sortie médiatique d'un politique, c'est pas à prendre à la légère. Vous avez le temps. Merci de la question, M. Jean. Je pense qu'il faudrait d'abord qu'on parte de principe. Il ne faut pas qu'on dise que Kabila a été interviewé le 23, parce que si vous suivez l'actualité politique, il serait interviewé le 20, et par contre, l'interview a été publiée le 23. Donc, il n'y a pas lié qu'on fasse la connotation entre la publication de l'interview et les moments où il avait parlé. Ça, c'est une précision qu'on puisse apporter. Est-ce qu'il faudrait-il, parce que l'interview a été publiée le 23, faire un lien avec les mouvements M23, qui étaient nés le 23 mars? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que la naissance de ces mouvements a coïncidé avec la lutte politique de Joseph Kabila à pouvoir défaire les rébellions à l'est du pays. Je crois que c'est ce point-là. Je ne veux pas qu'on parte dans tous les sens. Alors, le vrai débat devait être à quel moment? C'est quoi les contenus du narratif de Joseph Kabila? Et à quel moment s'est-il exprimé? C'est ça le vrai débat. Parce que avant qu'il s'exprime aujourd'hui, Joseph Kabila s'est exprimé l'année passée. Il avait émis 12 points pour la refondation du Congo. Alors, lorsque un politique veut s'exprimer sur la place publique, il faut d'abord qu'on parte de ce qu'il avait dit avant sa nouvelle prise de parole. Donc, Joseph Kabila, en principe, devait commencer par nous faire l'état des lieux de 12 points qu'il nous avait implémentés en 2025, sur base desquels on pouvait refonder la République démocratique du Congo. Ça, il ne l'a pas fait. Alors, dans le contenu de son message, Joseph Kabila vous dit, il faudrait que les compatriotes, qui qu'ils soient, puissent se liguer contre le pouvoir en place. Alors, il évoque la question de l'article 64 de la Constitution. Je crois que sur le plan scientifique, il faut qu'on revienne sur ces points-là. Lorsque la Constitution dit que tout Congolais a les devoirs ou l'obligation de faire échec à une personne ou un groupe de personnes qui prennent le pouvoir contrairement aux dispositions de la Constitution. Alors, on prend l'actuel pouvoir. Lorsque vous nous revenez en 2023, on a organisé une élection sur pied de la loi électorale qui encadre le mécanisme électoral, mais laquelle élection avait violé la loi électorale? Parce qu'on sait bien que le texte qui organise les mécanismes par lesquels une élection doit se tenir, c'est la loi électorale. Or, cette loi vous dit que l'élection doit se dérouler dans un délai d'un seul jour, mais fort malheureusement, on avait tenu une élection en violation de la loi électorale. Alors, on débattait l'autre fois dans l'école doctorale, lorsqu'on parle d'un pouvoir qui est constitutionnellement établi, peut-on faire un lien entre l'irrégularité électorale et un pouvoir qui est inconstitutionnel, dès lors que la loi électorale est prise en exécution de la Constitution? Ça, c'est également un problème qui se pose. Donc, on est tenté de croire qu'une fraude électorale qui viole la loi électorale prise en exécution de la Constitution consacre un pouvoir inconstitutionnel. Ça, c'est sur le plan scientifique. Alors, si Joseph Kabila aujourd'hui prend une posture de vouloir galvaniser la population congolaise, je crois que ces de Kinshasa doivent également prendre ça avec une certaine importance. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut prendre les moments. Les moments actuels, c'est que il est évident que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en train de frapper les positions de l'AFC M23. Et que nous avons suivi récemment le fait qu'on nous dise que Joseph Kabila serait mort. Donc, dans la communication politique, lorsqu'il réapparaît, c'est pour vous dire que je suis vivant, de un. De deux, je prends la posture d'un chef qui doit implémenter une révolution, parce que vous savez bien quand on évoque l'article 64, on veut galvaniser la population. Et trois, on veut requinquer la FCM 23 pour reprendre la marche jusqu'à Kinshasa. Maintenant, le mal avec nous, c'est que lorsqu'on analyse cette question, on essaie de minimiser l'ombre de Kabila. Kabila, c'est fut un rebelle à l'époque, avant qu'il n'arrive chef d'État. Donc, il maîtrise ce qu'on appelle rébellion. Et donc, ici, également, avec les débats autour du changement de la Constitution, c'est une façon également pour lui de vous dire, alors, attention, je suis là. Je peux à tout moment venir. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec cette posture-là. Autant que Tshisekedi ne gère pas bien le pays, autant que Kabila avait mal géré le pays. Et lorsqu'on est un acteur politique d'une certaine posture, il faut dépasser les clivages politiques. Accepter le fait que les uns et les autres ont tort, et s'asseoir autour d'une table pour discuter autour de la République et trouver une solution. Alors, parce que prendre une telle posture, c'est nous donner l'impression, nous qui sommes de la nouvelle génération, qu'à chaque fois qu'on sera frustré sur la gestion de l'État, on doit prendre les armes. Ça, c'est une très mauvaise impression. Joseph Kabila devait prendre une posture d'un sage. C'est-à-dire, j'accepte que Tshisekedi a tort, j'accepte que moi également j'ai eu tort au moment où j'ai géré la République. Alors, prenons une posture de discuter autour de la table pour le bonheur de la République. Parce que si aujourd'hui,
une rébellion débarquée ici à Kinshasa, ce ne serait pas une solution. On a comme l'impression que Tshisekedi, en soi, dans sa politique, c'est celui qui se montre, en fait, qui s'est fait montre d'un patriote, des nationalistes en cherchant la paix, tout en faisant recours à des interventions internationales, notamment avec la force conjointe des États-Unis d'Amérique et puis les autres. Mais on a aussi comme l'impression quelque part que la trahison n'émane pas de Félix et que la trahison émanerait de la sous-région aussi longtemps que comment Kabila, qui a été condamné par la justice d'un pays souverain, trouverait des forces à son niveau pour faire des sorties plutôt médiatiques sans qu'il soit inquiété. Est-ce que le problème, ce n'est pas Tshisekedi, le problème ne risque pas d'être émané de la sous-région? Vous voyez, le problème ici également, c'est à l'interne d'abord. C'est la posture géopolitique que nous implémentons en tant que pays. Parce que il vous souviendra qu'au niveau de la sous-région du Grand Lac, il y a eu plusieurs processus tendant à endiguer cette crise au niveau interne. Mais fort malheureusement, les États au niveau de la sous-région ont comme l'impression que nous qui sommes ici, on n'est pas dans une posture de vouloir la paix. Parce qu'à chaque fois on part en Angola, par exemple, vous voyez une procédure qui tend à implémenter la paix être suspendue. Pourquoi? Parce que les acteurs ne parviennent pas à se surpasser pour trouver une solution. Alors, Joseph Kabila, lorsque vous dites que les États de la sous-région sont en train de l'aider à prendre cette posture-là. Mais parce qu'il se promène calmement, le problème ici, soit il est ici, tout en matière de relations internationales, c'est question d'intérêt. Savez-vous les intérêts que ces États ont dans la personne de Joseph Kabila? Ça également, on ne doit pas le minimiser. Moi, je crois plutôt que le chef de l'État devait accepter de perdre la petite raison pour gagner la grande. Parce qu'après tout, l'histoire nous jugera d'avoir été chef d'État, d'avoir trouvé une crise, mais de ne pas avoir fait de son mieux pour réguler la crise. Ça, c'est le problème. Ici, la politique s'est faite sur base des camps politiques. On pense aujourd'hui que si on a accepté Joseph Kabila, par exemple, si on a accepté de discuter avec tous ces gens-là, on va perdre certains postes et que les belligérants vont venir ici pour devenir le chef d'État et consort. Moi, je suis pas pour cette posture-là. Mais par contre, je veux que les uns et les autres acceptent que personne n'a raison. Dans ce pays, il n'y a pas de ça. Cela ne veut pas dire qu'on doit passer outre. Non, vous savez ma position dans ce qui est de ces dialogues. Je ne suis pas parmi ceux qui veulent d'un dialogue qui va laver les criminels d'État. Mais par contre, je suis pour ceux qui pensent qu'on peut accepter dans une certaine période de perdre ses intérêts pour l'intérêt général qui est de la République démocratique du Congo. C'est ça ma position. Merci beaucoup. Alors, Maître Bob, c'est la même impression que la question que je vais poser à votre co-débatteur. Le problème ici qu'on veut comprendre quel est le camp qui est fautif, quel est le camp qui est provocateur, parce que pour Tshisekedi, vous voyez comment est-ce qu'il continue à multiplier ses voyages à l'étranger pour chercher la paix dans la partie est du pays. Mais est-ce que ça ne peut pas aussi être les manœuvres dilatoires que crée la sous-région d'une manière ou d'une autre, parce qu'il faut garantir les intérêts mesquins qu'ils ont depuis Bel-Irette? Vous ne voyez pas que Tshisekedi peut-être lavé en quelque sorte, s'il faut penser ainsi? Bon, moi je crois comme l'Église catholique, il n'y a pas toujours les fautifs et celui qui est innocent dans ce cas. Pourquoi? Parce que les faits sont simples. Que réclament les autres? Les autres réclament une discussion franche avec le pouvoir, de manière à pouvoir sortir de cette crise. Oui, mais les autres en question portent la solution à ces problèmes, la solution à ces problèmes n'est pas dans la sous-région. Les autres portent une certaine posture, je ne les défends pas, mais j'analyse. Il faut comprendre que certaines postures sont dues aussi à l'intransigeance des Mais oui, parce que votre collaborateur évite qu'on puisse légitimer la prise d'armes. Ce n'est pas une question de légitimation. Comme une revendication constitutionnelle. Ce n'est pas une question de légitimation. Ce n'est pas une question de vouloir dire que demain, si X ou Y, écoutez, les faits sont devant nous. Le problème est plus au niveau de la revendication. Qu'est-ce que les autres revendiquent? Ont-ils raison de revendiquer ça? Voulez-vous que dans ce pays, qu'on admette un changement des constitutions? Il ne faut pas qu'à un moment donné que le pouvoir donne raison à ceux à qui nous donnons la faute. Aujourd'hui, nous savons tous que nous ne supportons pas la rébellion. Mais il ne faudrait pas à un moment donné que par des animosités, des gens comme Kabouya, qui n'aident pas le chef de l'État. Pourquoi? Ils peuvent soutenir la révision de la Constitution, mais ils doivent savoir comment communiquer. Au niveau de la communication, pourrez-vous dire Bolinga Bolingate,
Constitution vous allez changer. C'est une mauvaise communication. C'est une manière de un peu une sorte de provocation. Oui, on ne peut pas gérer le pays par défi. Le minimum, c'est que si vous soutenez une position, montez une certaine communication qui soit potable et digérable au sein de la population. Il y a moyen de mettre un narratif qui puisse soutenir ce que veut le chef de l'État, qui puisse soutenir ou justifier, qui soit potable et mangeable au sein de la population et même de la classe politique. Qu'il réfléchisse et qu'il trouve un narratif au lieu de venir dans une attitude simpliste. Bolinga te constitution, elle vous allez changer. Ce pays a commencé Kabouya lorsque les autres dirigeaient au départ. Où étaient-ils? Alors pense-t-il qu'il va rester dans cette posture-là de défier le peuple? Ce n'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi ici, moi, je suis en train de dire qu'il n'est pas question de dire qui a raison et qui a tort. Mais il est question de dire quelle est la solution à ces problèmes. Et à mon avis, la solution à ces problèmes, c'est de se mettre d'abord ensemble. La sous-région ne nous donnera pas de solution. On a essayé à Washington une aventure. Vous voyez que ça ne produit aucun résultat. À part que de donner la possibilité à Donald Trump. Ils ont eu une tripartite. C'est une distraction. Nous attendons cette histoire de Washington est une distraction. Le véritable problème ici est de mettre les Congolais ensemble. On peut beau aimer Kabila ou le détester. Ici, c'est dans ce que Kabila a dit aussi dans une certaine mesure, il y a des éléments qui nous interpellent. Est-ce que vous ne voyez pas qu'en ce moment, le pouvoir ne peut pas mettre ses pieds à Goma, ceux de Goma ne peuvent pas mettre les pieds à Kinshasa? C'est un problème. Ne prenons pas ça à la légère. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? La posture de guerre? Nous ne parvenons pas à bouter l'ennemi dehors. Qu'est-ce qu'on veut? Prendre des postures? Oui, il faut pas qu'on donne des éléments aux générations futures, dépendre des armes. Mais pendant ce temps, vous voulez quoi? Organisez-vous, mettez sur pied une armée pour bouter l'ennemi. Faute d'une diplomatie sérieuse pour finir cette guerre. Faute d'une armée sérieuse pour finir cette guerre. Vous voulez quoi? Il faut dialoguer. Très bien. Il faut discuter pour arriver à bout à ces problèmes. Ne pas le vouloir, ce serait cosmétique, ce serait une forme de distraction. Certains diraient même, vous savez que vous êtes en train de vous enterrer, mais vous trouvez des raisons pour justifier ce que vous savez comme étant vrai. Il est vrai qu'il y a eu de mauvaises élections. Très bien. Il est vrai que la rébellion n'est pas une bonne chose. Il est vrai que s'il y a des choses à réclamer, il faut les réclamer pacifiquement. On est d'accord. Mais dans ce cas-ci, qu'est-ce que nous faisons? On laisse notre pays tomber? Moi, je suis pas prêt à voir l'Est de mon pays devenir un État. Je suis pas prêt à ça. Alors pour ça, ici, le vrai problème, c'est M. Tshisekedi qui refuse le dialogue avec les Congolais. Appelons les chats par son nom. Tout ce qui arrive aujourd'hui risque d'être la faute de M. Tshisekedi. M. Tshisekedi ne veut pas dialoguer avec les autres Congolais. Conséquence, il ne doit pas condamner certains Congolais qui peuvent aller à des positions que nous ne soutenons pas, qui soient extrémistes. Alors dans ce cas, qui sera perdant? Pour le ventre des individus, que ce soit le ventre du clan Tshisekedi et du clan Kabila et Lenanga, nous Congolais, on ne doit pas être perdants dans ça. Voilà pourquoi un analyste politique indépendant, je me tiens aujourd'hui pour dire, Monsieur Kabila, Monsieur Tshisekedi, arrêtez ce que vous faites. Le minimum ici, c'est de trouver la solution à notre problème. Nous avons besoin d'un État correct. Monsieur Tshisekedi, ramenez tout le monde. C'est tout le monde qui dit qu'il veut le dialogue, sauf l'Union sacrée, Monsieur Tshisekedi. Il suffit qu'ils le disent aujourd'hui et demain ça se fait. Très bien. C'est quoi le blocage? Qu'est-ce qui empêche à mettre tout le monde autour d'une table pour discuter? Mais ici, vous allez entendre un narratif qui va venir pour diaboliser les uns les autres. On n'a plus besoin de ça. Nous, Congolais, on est fatigués de cette guerre, on est fatigués de tout le reste. C'est qu'on veut. C'est la solution à ce problème. Je ne voudrais pas voir mon pays divisé par orgueil ou parce que M. Kabouya, mauvais communicateur, passe à la télévision pour dire Olingate, nous allons changer la constitution. Très bien. Mais cherchez que l'union sacrée, s'il n'y a pas de communicateurs là-bas, qu'ils cherchent des gens qui peuvent communiquer et donner des choses potables à la consommation de la population. Sinon ça, merci. L'union sacrée, rien mauvais service au président de la République. J'entends des gens, les Peter Kazadi et les autres là, en train de faire des discours qui tendent à énerver la population. Ce n'est pas une communication qui rend service au président de la République. Merci. Il y a une meilleure façon de parler pour soutenir ces changements de la Constitution que je ne soutiens pas. Alors, faire ce qu'ils sont en train de faire là, faire des meetings inutiles pour juste montrer, vous voyez que tous ceux qui font des meetings là n'ont pas de poste. Ouais, les ministres, les Palouko et les autres là, ils bouffent. Et ils ont une position que je peux qualifier d'ambiguë, ça m'engage. Mais, ceux qui veulent maintenant entrer à la mangeoire,
Ce sont eux qui s'agitent dans tous les sens Alors, pour réclamer ceci et cela. C'est pas normal. On peut comprendre, hein, les vents. Quelle union sacrée cherche les communicateurs, pas ces gens de Kabouya qui disent bon, ça énerve la population, ça n'aide pas les chefs de l'État. Pas ces gens qui passent. Il y a plusieurs manières de soutenir les chefs. Très bien. On peut soutenir les chefs avec un discours potable. Merci. Même un mensonge peut être bien constitué. Alors, Maître Noc, on doit creuser la moelle épinière, prendre la chose dans le souche pour comprendre, parce qu'on ne veut pas vivre un cercle vicieux où la même chose doit se répéter, même quand Maître Bob dit qu'il faut dialoguer, parce que la crise reste à l'interne. Oui. Mais est-ce que vous pensez que mettre autour d'une table Fayoulou, Kabound, Katumbi, les Kabila et les autres résoudrait les problèmes aussi longtemps que le système reste le même? Dans un dialogue, c'est question des postes, question des discussions des intérêts. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas moyen de laisser Tshisekedi un peu calme, qu'il arrive jusqu'au bout de son mandat et puis on peut discuter autre chose? Parce que moi c'est que je crains. Je crains que Tshisekedi s'attache derrière cette connotation de temporalité. Pour dire que j'ai été pris dans la baleinière des discussions politiques, j'ai pas eu aussi le temps de me prononcer sur le plan de mon action. Et voilà pourquoi il me faut du temps pour préparer les élections. Parce que là, on ne parle plus dialogue, on ne parle plus élection. Maintenant, on parle dialogue. Vous avez le temps. Merci de la question, monsieur Jean. Je pense que chaque fois qu'on parle du dialogue actuellement, il faut avoir en tête le fait que ce dialogue intervient comme une alternative à l'incompétence, allais-je dire, à l'incompétence de M. Tshisekedi. Parce que face à une crise sécuritaire, il y a des résolutions ou des solutions sécuritaires. En l'occurrence, l'armée qui doit mater les rébellions. Alors, lorsque nous proposons le dialogue, c'est pas subit des trahisons, cette armée. C'est parce que nous avons compris que le pouvoir en place n'est pas en mesure de mater la rébellion à l'est du pays. Et en tant que compatriotes, on ne peut pas accepter aujourd'hui que les compatriotes à l'est du pays restent sous les jougs d'une rébellion, alors que nous sommes acteurs politiques. Lorsqu'on aime son pays, on peut accepter jusqu'au prix de sa vie de pouvoir trouver une solution qui est salvatrice pour l'intérêt général. C'est ça le principe. Donc, l'opposition ne veut pas du dialogue parce que nous voulons soutenir Tshisekedi, parce que nous voulons qu'il parte au-delà de 2028, non, mais parce que nous avons en face de nous une solution, disons un problème, mais qui écume le pays tout entier. Alors, si aujourd'hui Tshisekedi partait et qu'il nous laissait cette rébellion à l'Est, alors que c'est lui qui a prêté serment de nous sécuriser, c'est quoi notre rôle? Il est en train de subir le système imposé par Kabila pendant 18 ans. S'il vous plaît. C'est normal en tant que civil. Vous ne pouvez pas donner ça comme raison. En tant qu'opposition, on n'a pas que pour mission de critiquer. Il y a également des propositions. On n'a pas non plus imposé à Tshisekedi de prendre notre proposition. Non. Alors, vous disiez que non, parce qu'il a trouvé cette crise, ça fait pratiquement 18 ans. Mais écoutez, lorsqu'on vient dans la gouvernance d'une république, on ne vient pas se justifier par rapport au mal qu'on a critiqué jadis. On a la prétention d'avoir identifié le mal qui gangrène un pays et que l'on débarque au pouvoir pour trouver des solutions. Alors, chaque fois que nous évoquerons Kabila comme étant un fait justificatif de la mégestion de Tshisekedi, donc on dit à d'autres termes que Tshisekedi est plus incompétent que Kabila. Parce qu'on ne peut pas comparer, justifier un mal par un autre mal. Tshisekedi était à l'opposition, il a critiqué l'insécurité, il se trouve confronté à une insécurité, mais il ne dira pas qu'il passe que Kabila véhicule l'insécurité, donc je ne peux pas trouver la solution. Alors, le vrai débat, c'est à quel niveau? Pour ceux qui s'intéressent au niveau de la géopolitique, nous savons que dans notre pays, l'histoire politique nous renseigne que chaque fois que nous étions confrontés à des crises, principalement dans l'ordre sécuritaire, on a pu dialoguer pour résorber ces crises-là. Mais on doit également apprendre du passé parce que le passé précède le présent. Et ça nous permet également de ne pas retomber dans les erreurs du passé. Chaque fois qu'on a dialogué sur une crise sécuritaire, est-ce que c'est pour autant qu'à long terme, ces crises ne sont plus parvenues à ressurgir? C'est ça le vrai débat. Nous sommes pour les dialogues, mais il faut qu'on se mette d'accord sur quoi portera ces dialogues. Et quelles sont les résolutions qui doivent ressortir de ces dialogues-là. Et ces dialogues ne doivent pas nous permettre aujourd'hui de réfléchir crise à court terme. C'est ça le vrai problème. Le problème aussi, c'est l'opposition qui ne donne pas sens à son contenu quand il faut parler de dialogue. Vous laissez en suspense Tshisekedi. Dans son imagination, il craint aussi qu'il voit son pouvoir être peut-être diminué à un certain moment donné. Mais vous devez quand même garantir un contenu convaincant. Au niveau du mouvement citoyen Congo Nouveau, on avait une proposition. Pour qu'on puisse réussir à régler cette crise, il faut un pré-dialogue
qui va nous permettre de pouvoir discuter autour des objectifs de ces dialogues-là. C'est sur quoi portera les dialogues. Parce que si on doit être pragmatique, Fayoulou, qu'est-ce qu'il a à voir avec la sécurité? Si aujourd'hui on met Fayoulou, Délice Sala, Nala et tout, bon, les politiques de l'opposition, on discute autour de la crise. En réalité, est-ce qu'ils sont acteurs de la crise? Parce qu'il est un principe en matière de résolution des crises. Pour résolver une crise par une discussion, il faut mettre autour de la table les acteurs majeurs de cette crise-là. Or, on sait qu'en principe, l'opposition politique, nous qui sommes de l'opposition, parce que Nanga n'est pas de l'opposition, c'est un rebelle, ne font pas partie des acteurs de cette crise. Parce qu'on parle de la crise sécuritaire. Donc, si on parle dans cette occurrence-là, nous, on ne peut pas discuter dialogue par rapport à cette crise-là. Vous l'avez exclu alors que exactement. Il est l'acteur aussi, parmi les acteurs principaux. Crise sécuritaire? Mais oui, Nanga est parmi les acteurs principaux. Non, j'ai dit, Nanga n'est pas un opposant. J'ai pas dit qu'il n'est pas acteur de la crise. Donc, si on doit rester dans la logique de demeurer dans le principe de la résolution des crises, donc, nous, on ne peut pas prendre part à cette discussion-là. Donc, moi, ce que je veux, c'est quoi? On ne doit pas se perdre ici à discuter, non, dialogue. Ce qui est évident, nous voulons du dialogue. Mais il faut également qu'on se mette d'accord sur quoi portera ces dialogues-là. Parce que tant qu'on ne va pas le faire, ça a été un échec. La preuve aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris les armes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas mis des mécanismes sérieux qui doivent contraindre à tous les compatriotes de ne plus le refaire. Nous plaidons aujourd'hui pour la création du tribunal pénal pour la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que nous voulions aujourd'hui qu'on puisse réprimer tous ceux qui ont pris les armes contre la République. Je peux vous donner un fait. 90% de la classe politique de notre pays est constituée des anciens rebelles. Les Congolais ont comme l'impression que la seule voie qui puisse lui permettre de pouvoir faire montre de ses revendications, c'est de prendre les armes. Parce que déjà, ils sont issus d'une rébellion, à une jurisprudence, exactement, par rapport à une jurisprudence passée. Alors, on doit mettre fin à cela. Pour mettre fin à cela, il faut pas que l'actuelle discussion se parte vaille que vaille. On doit dialoguer, mais on doit dialoguer sur quoi? Voilà. Il faut un avant, exactement. Il faut un avant-dialogue. On met les experts autour de la table, les experts au niveau de la sécurité, au niveau de la justice, au niveau de la politologie, au niveau de la géopolitique. Vous définissez les cahiers des charges de ces dialogues-là. Lorsqu'on parle des prélats catholiques, je suis d'accord. Mais la sécurité ou la crise sécuritaire prend plusieurs dimensions. Les prélats ne pourront pas définir toutes ces dimensions-là. Je préfère qu'ils puissent conduire les dialogues. Mais je veux qu'on réunisse les experts, qu'ils soient de la société civile, de l'opposition, de la majorité, et des CDNALA. On définit les cahiers des charges, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la justice des consorts. Comme ça, lorsqu'on viendra dialoguer, toutes les parties prenantes savent c'est sur quoi portera les dialogues, et elles peuvent amener des revendications. Lorsqu'on parle aussi des revendications, aujourd'hui, vous parlez du changement de la conscience, ce qui est évident, j'ai les contenu, vous savez ma position. Mais est-ce que le mouvement rebelle AFCM 23 a existé avant le débat du changement ou après le débat du changement? C'est ça la vraie question. Cela devait être une revendication en partie de laquelle ce mouvement-là ne veut pas que le pouvoir en place puisse implémenter cela. Je suis contre le changement de la Constitution. Mais est-ce que c'est ça la vraie revendication de la FCM 23? Très bien. Parce que si vous prenez l'histoire de la géopolitique, je vais citer par là. On vous dit que la première agression, je cite Didier Moumini, remonte du 16e siècle. Parce que même les mythes fondateurs du Rwanda, parce qu'ici on dit un mouvement rebelle soutenu par le Rwanda lorsque vous prenez son historicité, la signification de ces mots, c'est un peuple à la conquête d'autres territoires. C'est ça les mythes fondateurs du Rwanda. Donc quand on vous parle d'un Rwandais, c'est celui qui est né. Donc aujourd'hui, même si Kagame est parti, le système reste. C'est les mythes de cet état-là. Parce que moi, j'ai quand même pris le temps de mener des recherches autour de cette histoire. Il y a une perpétuelle mutation et c'est normal. Ici, en tant qu'un état qui autour de la sous-région des Grands Lacs est le plus riche et a plusieurs voisins, inéluctablement, nous serons toujours agressés. Donc, lorsqu'il faut qu'on discute autour de la table, il ne faut pas qu'on voie seulement le fait que Kabila est en exil ou Nanga, mais il faut voir les Congo 30 ans, 50 ans après. Qu'est-ce que nous allons devenir? Très bien. Merci. Merci beaucoup. Maître Bob, je vais puiser, j'emprunte un peu quelques mots de votre co-débatteur. Vous suivez, c'est ça la question, c'est ça l'essence de la question. Pour éviter le cercle vicieux, déjà nous avons une classe politique issue de la rébellion, et le système reste le même, voilà, la faiblesse quand on est au pouvoir, nous voulons faire l'opposition, on doit plus directement prendre les armes. Et Kabila, regardez même dans son narratif, il évoque l'accord des FCC cache quelque chose qu'ils ont signé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un accord qui n'a jamais été publié. Les deux camps c'est protège de part et d'autre pour éviter qu'on revienne sur la même chose. Pour éviter que le système soit le même. Est-ce que vous avez suivi l'analyse de votre co-débatteur? Un pré-dialogue. Voilà, qui parle d'un pré-dialogue. Bon, c'est même logique.
Avant tout dialogue. Non, lui veut éviter les systèmes là où il y a une classe issue de la rébellion qui veut perpétuer un système. Je disais donc que c'est même logique. Avant tout dialogue, il y a toujours des phases préparatoires. C'est toujours comme ça. On ne dit pas aujourd'hui dialogue et tout le monde s'est réuni, Kabila là-bas. Non, il y a toujours la phase préparatoire pour décliner. Je ne sais pas si on peut interroger l'histoire. Oui, bon, pour la conférence nationale souveraine, il y a eu des phases préparatoires. Exactement. Peut-être que vous m'avez il a évoqué tout à l'heure le fait que l'accord des Sun City a été un échec. Je suis scandalisé. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. Pourquoi? D'abord pour les rassurer. Même l'accord des Sun City avait connu un pré-dialogue. Il y avait eu ce que lui appelle pré-dialogue. Il y en a eu. Ça a débuté en 2001. Vous vous souviendrez, peut-être, si il y a une petite méconnaissance de l'histoire, saviez-vous que il y avait eu un accord entre Kabila et Mbemba, Premier ministre, Kabila, président de la République. C'était déjà fait dans ce qu'on avait appelé un pré-accord de Sun City, que Tshisekedi et les autres avaient rejeté. C'était déjà fait, jusqu'à ce que on a voulu l'élargir auprès des uns et des autres. Avant tout accord, il y a toujours eu ça. Vous vous souviendrez que tout récemment, le président de la République avait demandé à certaines équipes de travailler avec l'Église pour voir dans quelle mesure mettre une feuille de route en place. Cette feuille de route a été placée. L'Église catholique avait parlé du mois comment ils ont appelé, mois de confiance, où il fallait que les uns et les autres viennent, mesure de confiance, où il fallait libérer les prisonniers politiques et tout consort. Donc, dire qu'il faut un préaccord, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé comme ça. Partout dans le monde, c'est comme ça. Et ça a déjà été vécu. Non, peut-être c'est pour donner dans plusieurs accords. Ça a toujours été comme ça. On ne peut pas aller directement vers un dialogue. Pour des gens qui ont déjà assisté à ces genres de forums, il y a toujours les phases préparatoires avant d'entrer dans les discussions réelles. Je reviens à ce que je disais. Dire que Sun City a échoué. Moi, je suis un partisan du dialogue. Genre, le professeur Banzama Lale a toujours dit, le Congo est un pays de consensus. Chaque État a son histoire. Aujourd'hui, mettre de côté le dialogue dans l'histoire de la République démocratique du Congo, c'est ignorer l'histoire de la RDC de 1960 à ces jours. Non, mais on évite la redondance du système. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Avancer et évoluer. Je suis d'accord avec vous quant au fait qu'il faut qu'on évite à ce que cette sphère que nous connaissons tous, dialogue, pouvoir, crise, dialogue, je suis d'accord avec vous. Mais tout cela est dû au fait de la matière qu'on met sur la table lors des dialogues. Voilà pourquoi l'opposition ici, moi je trouve plus réfléchi sa position, qui veut du contenu sur la table et aborder toutes les questions pour éviter à ce que ces genres de problèmes se produisent. Je vais vous donner un exemple. Après la signature et l'entrée en vigueur de l'accord des Sun City de 2003 à 2006, il n'y a pas eu une seule balle qui a été tirée à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y avait respect des principes. Parce que les principes qui avaient été mis dans cet accord avaient été respectés en son temps par Kabila. Que voulez-vous? Si en 2005 Kabila avait violé cet accord, vous n'alliez pas vous étonner qu'il y aurait eu ces problèmes-là. On fait ces accords, il y a des résolutions que vous violez par après. Qu'est-ce que vous voulez? Nous savons tous que toutes les crises ici chez nous viennent après des élections chaotiques. Vous verrez que même à l'est de la République démocratique, de 2003 à 2006, tout allait bien. Après les élections chaotiques de 2006, la guerre a recommencé à l'est. 2011, vous verrez qu'après les élections de 2018, il y avait un certain accalmie. Mais avec la gestion, comme elle a été, ça a été un problème. J'ai été, il y a quelques jours, avec quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, puisque j'ai appris à le connaître, le président Jean-Marc Kaboul. J'ai compris dans sa position qu'il était dans une logique de rupture. Il dit qu'il ne faudrait qu'un jour que quelqu'un vienne faire une rupture entre les systèmes qui a toujours existé depuis 1960 à ces jours, où on vient, on s'enrichit, système dans lesquels, selon lui, M. Tshisekedi est tombé. Et qu'il faudrait qu'à la limite, qu'il y ait quelqu'un qui va venir marquer une rupture entre ces systèmes. Kaboul n'a jamais quand même justifié les accusations selon lesquelles, comment est-ce qu'ils ont fait pour arriver au pouvoir. Kaboul n'a jamais justifié tout cela avec Kamere et les autres. Non mais il ne peut pas donner des leçons aussi longtemps que l'histoire aussi il a été vrai sur cette question. Lui, monsieur le président Kaboul, que j'ai vu il y a quelques jours, qui dit ceci. Oui, c'est vrai que beaucoup me reprochent de cette petite maison que j'ai construite ici. J'ai bénéficié effectivement de ces systèmes. Mais
À l'intérieur, voyant tout ce qui se passait, j'ai eu le courage de dire aux uns et aux autres, arrêtons. J'ai eu le courage de dire aux uns et les autres qu'on ne peut pas continuer sur cette lancée parce que c'est le peuple qui en pâtit. Mais déjà le fait, quand vous et vous savez, au-delà de ça, il a décidé de quitter et de taper du poing sur la table et dire qu'il s'en va. C'est déjà un bon courage. C'est déjà un bon signe. Parce qu'il y a ceux qui l'accord de Sun City aujourd'hui. On accuse même cet accord d'avoir implémenté tout ce qu'on a trait aujourd'hui aux accords avec des rebelles, ainsi de suite. C'est l'accord de Sun City. C'est une ignorance de l'histoire. L'accord Sun City a été une très bonne chose. Il faut d'abord comprendre le contexte et les missions qu'on avait assignées à cet accord de Sun City. L'accord de Sun City voyait le pays divisé en 4. Il fallait trouver une solution pour d'abord remettre le pays sur les rails. Et l'accord de Sun City revient. Met tout le monde autour d'une même table. Nous étions dans une république où il n'y avait même pas de constitution. Il fallait remettre en place des institutions, mettre sur pied une constitution, faire désormais en sorte que même les élus du peuple qu'ils soient élus. Ce sont les œuvres de l'accord de Sun City. Si quelqu'un vient vous dire que l'accord de Sun City a été un échec, c'est une ignorance d'abord des missions qui étaient dévolues à ces assises et des résultats, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Nous avons des institutions, nous avons une constitution aujourd'hui. On sait que le président de la République, la limite de son pouvoir va de gauche à droite. C'est la conséquence de quoi? La conséquence de l'accord de Sun City. Très bien. L'accord a permis au pays de revenir au moins sur les rails et faire en sorte qu'on soit dans une république qu'on peut qualifier de sérieuse. Mais cela voudrait dire, un petit mot pour chuter, cela voudrait dire que l'accord de Sun City a fait sa part. Aujourd'hui, ce que nous étions avant l'accord de Sun City et ce que nous sommes aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Très bien. Alors, la conséquence, c'est quoi? Il faudrait, à mon avis, faire en sorte de mettre sur pied un dialogue qui sera cette fois-ci vraiment inclusif, qui va aborder toutes les questions de la République, pour qu'au niveau où nous sommes aujourd'hui, que nous allions vers un nouveau monde. Pour finir, d'abord, vous avez déjà pris, vous allez rester avec 1 minute. Le maître, votre co-débatteur prend quand même 3. Oui, exactement. Merci de la parole, monsieur Jean. Je pense que nous faisons le cercle vicieux. Vous allez comprendre. Les compatriotes ne comprennent pas que lorsqu'on parle de la résolution d'une crise en République démocratique du Congo ou dans un État, il faut dépolitiser les débats. Parce que lorsqu'on n'aura pas pris l'écart entre les postures politiques des acteurs et la résolution de la crise, voilà pourquoi nous tournerons toujours dans un cercle vicieux. Lorsqu'il parle d'un pré-dialogue, ça, je ne sais pas s'il a compris le sens de ce que je dis. Chaque fois qu'il y a eu dialogue dans ce pays, on prenait toujours des assises dans lesquelles se prenaient des mécanismes ou des mesures rassurantes pour les deux parties prenantes. On peut vous dire non, on sort les prisonniers de tel parti, on sort également de l'autre parti, pour assurer aux deux parties de l'impartialité des assises. Mais par contre, on ne réfléchissait pas correctement sur la résolution de la crise à venir. C'est ça le vrai débat. Parce que moi, je suis parmi ceux qui ont communiqué pour l'histoire de la Senco. Je suis parmi ceux qui sont à un moment avec l'ex-sénateur Didier Noumé. Je sais de quoi je parle. Pour bien résoudre cette histoire, il faut que des experts qui n'émanent pas de partis politiques puissent d'abord définir les vrais objectifs de ces dialogues. Pourquoi? Les objectifs sont déjà définis, s'il vous plaît, mon frère. Renseignez-vous. C'est déjà défini. Continuez. Lorsque vous êtes élu de PES, je suis de décider. Nous partons dans un pré-dialogue. Vous avez une posture. L'autre a une posture. Vous pensez que vous allez prendre des mécanismes qui pourront être à l'intérêt général en s'y passant le clivage politique? Mais lorsqu'on prend les experts qui n'ont rien à voir avec la crise, qui viennent vous définir, voilà. Au regard de l'histoire de ce pays, on a connu telle crise. À chaque fois qu'on a voulu résoudre la crise, on a été buté à tel problème. Or, ici, pour qu'on puisse résoudre l'actuelle crise, on doit prendre tel aspect, tel autre aspect. Chaque fois qu'on laissera la résolution des problèmes du Congo entre les mains des politiciens, on ne trouvera pas la solution. Parce que De Gaulle a dit une chose. Les problèmes, il ne faut pas les écarter. Monsieur De Gaulle a dit une chose. Il a dit la politique est une histoire sérieuse pour la laisser entre les mains des politiciens. Le problème des dialogues du Congo, c'est parce qu'on donne l'impression que d'abord, c'est les acteurs politiques qui doivent donner l'impulsion du dialogue et on définit les résolutions. Moi, je veux que les indépendants puissent, eux, venir en tant qu'experts dans chaque domaine, donner les lignes de conduite. Et les acteurs politiques ne seront là que pour discuter des résolutions. Pourquoi? Parce que le dialogue, ici, dans mon approche, je veux qu'on puisse faire un dialogue avec une approche à long terme. Lorsqu'il me parle de Sun City en disant non, il y a eu la Constitution, on a pu réunir le pays pour un temps, mais il ne va pas ignorer que dans les résolutions du dialogue, ils ont dit que le parti proclame de ne plus toucher aux armes. Est-ce pour autant que certaines personnes Vous voyez, là même l'échec, voilà. Ça, c'est la preuve.
Je ne peux pas dire échec totalement. En partie, c'est un échec. Parce que lorsque le parti proclame de ne plus toucher aux armes et que les mêmes partis reviennent à la charge pour toucher aux armes, voilà. C'est une preuve que c'est un échec. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est la partie qui était à Sun City qui a repris les armes? Il est en train de reprendre une résolution ici. On avait interdit aux partis prenantes. Quelle est cette partie prenante à Sun City qui a repris les armes? Laissez-moi continuer. Quelle est cette partie prenante? Donc, très bien. Vous voyez ici le problème, c'est que il faut bien lire l'histoire. S'il vous plaît, non. Soyons quand même élégants. Très bien. Depuis que je suis très élégant avec vous, mais je sais pas qu'est-ce qui vous prend. Très bien. Faites un point de l'histoire. Non, je dois lire l'histoire. Vous allez m'apprendre à lire l'histoire, mon frère, franchement. Mais si vous dites une chose qui est à côté. Non, mais le problème, non, s'il vous plaît. Le problème, c'est que, compléter, à chaque fois que nous allons discuter de la question du dialogue, en ayant toujours la posture de clivage politique, rassurez-vous, mon frère est là. On ne trouvera jamais la solution. Apparemment, dans son argumentaire, il s'attache à la politique. Il veut. Alors que, il veut. Là où moi et nous, on se met d'accord sur le fait qu'il y a une crise. On se met d'accord sur le fait que ceux qui gèrent les pays ne les font pas bien. La procédure pour la paix. On ne se met pas d'accord à quel niveau, autour de mécanismes qui doivent entourer le déroulement du dialogue. Pourquoi? Expliquons-nous du passé. Lorsque vous me parlez de Sun City et consorts, c'est vrai. Chaque institution, chaque fait politique a toujours les côtés positifs et négatifs, c'est une évidence. Mais lorsqu'ici, vous voulez qu'on puisse revenir sur le même formule, qui n'ont pas débouché aux solutions à long terme, rassurez-vous, qu'on ne trouvera pas la solution. Faisons un pré-dialogue. En mettant autour de la table les experts autour de la sécurité, de la géopolitique, de la politique, de l'histoire, qui pourront, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous dire c'est sur quoi portera ce dialogue et les objectifs de ce dialogue. Un mot de la fin pour vous. Un mot de la fin, je pense que la République démocratique du Congo à la croisée du chemin, les acteurs politiques de nos pays doivent comprendre que le Congo est plus important que les partis politiques, plus important que les individus. On ne vient pas en politique parce qu'on veut se faire de la popularité. On vient en politique parce que c'est un sacerdoce. On vient servir la nation. Ils doivent également accepter le fait que, en étant à l'UDPS, en étant à l'opposition, en étant rebelle, on peut toutefois se mettre d'accord autour d'une question d'un pays. Parce que nous sommes nés congolais, pas parce que nous l'avons voulu. Très bien. C'est pas destin que nous sommes unis. Maître Bon, vous faites aussi une conclusion. Je vous renvoie à une question. Bon, pas une question inargumentée, venant de moi-même. On termine l'émission. C'est le fait d'absolutiser, la politique. Aujourd'hui, on ne sait plus faire la part des choses devant des questions tellement sensibles. Plus la politique s'émêle, plus aussi le cercle vicieux prend place et on aboutit à rien. Une minute, vous finissez l'émission. Ne faisons pas une science-fiction où on vient s'imaginer que les politiques vont laisser la place à des experts qui viendraient de quelque part pour venir leur dire ce qu'ils doivent faire. Possible. Donc, soyons réalistes. Non, soyons réalistes. Ça ne se fait nulle part. C'est ça aussi. Ça ne se fait nulle part dans le monde. Donc, c'est bien d'avancer des arguments, mais il faut encore les mettre dans un cadre réaliste. Évoluons. Alors, c'est pour dire, ici, on m'a parlé de Sun City. J'encourage donc, pour finir, le dialogue en République démocratique du Congo parce que je crois que le dialogue de Sun City, sur plusieurs égards. Et vous soutenez aussi le pré-dialogue pour donner du contenu au dialogue. Le pré-dialogue, c'est même ça la logique. Avant tout dialogue, il y a toujours des phases préparatoires. Ce n'est pas une innovation qu'il donne. C'est toujours comme ça. Donc, ici, parler de pré-dialogue, c'est dire ce qui s'est déjà fait. Je vous ai dit, à Sun City, je vous ai parlé de la conférence nationale souveraine. Il y avait toujours un pré-dialogue qui mettait tout le monde d'accord. Très bien. Alors, pour finir, pour revenir à ce que je disais, ici, chez nous, en République démocratique du Congo, nous sommes un État de consensus. Non, mais là, on ne peut pas, permettez-moi de chuter. Là, le problème est permettez-moi. Le système ne peut pas rester tant qu'on n'a pas des... Il a chuté. Le même système n'a pas permis. Il a chuté, je peux aussi le faire. Donc, pour moi, nous sommes un État de consensus. De 1960 à ces jours, toutes les crises de la République démocratique du Congo ont été résolues par voie du dialogue. Je suis d'accord avec vous quant au fait que ce dialogue doit aborder les véritables questions comme il se doit pour éviter une certaine récurrence du même problème. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de crise. Qu'elle soit une crise qui va dans le sens sécuritaire, les crises seront toujours là. Et à chaque fois que ces crises arriveront, on doit voir dans quelle mesure les résoudre. Parce qu'aujourd'hui, je suis partisan du pragmatisme. Aujourd'hui, le pragmatisme me demande de voir quoi? De voir qu'on est face à une situation où le président Tshisekedi veut rester au pouvoir et changer la constitution, distraire les gens. Ça, c'est un. De l'autre côté, je vois qu'il y a le camp
de l'opposition qui réclame des dialogues. Je parle ici de l'opposition républicaine. Merci. Mais d'un troisième côté, il y a cette opposition que je peux appeler opposition armée. Non. Qui réclame, ça ne peut pas l'autoriser. Permettez-moi au moins de chuter. On a une loi sur l'opposition. Je ne défends pas ça. Mais ici, moi je suis pragmatiste. Je ne suis pas l'opposition. Je dis que je voulais. Il parlait ici de la connotation juridique. Il parlait tout à l'heure. N'existait pas. Non, mais il parlait tout à l'heure. Écoutez, ici, s'il faut aller, même s'il faut parler de la connotation juridique, quelle est cette connotation juridique dans votre constitution qui vous donne droit au dialogue? Vous relativisez les droits. Oui, mais ici, je vous ai dit que je suis pragmatique. Je vous ai dit que je suis pragmatique. Vous m'aviez interrompu. J'étais en train de dire, non, mais je dois au moins finir mon propos. Je dois au moins finir, en 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes. Pour que mon propos ait un sens. Alors, je disais donc qu'il y a le président Tshisekedi, visiblement, qui veut se maintenir au pouvoir, qui ne s'en cache pas. Kabila nous l'a dit. Il y a l'opposition. Mais Kabila a dit que on va changer cette constitution. Permettez-moi. Vous m'avez interrompu. Non, ça n'est fini. Vous me donnez la parole en me l'arrachant. Il y a un programme à suivre. Il y a un programme à respecter. Quand vous parlez là, j'aurais déjà fini. Quand vous m'interrompez. Non, mais vous commencez s'il vous plaît. Non, mais là, les problèmes, vous ne voulez pas qu'il puisse politiser tout. Non, mais vous ne m'avez pas entendu. Moi, par exemple, là, on a pris une autre minute pendant que j'allais déjà finir avec. Donc, j'étais en train de dire, permettez que tolérez au moins que je finisse. Il y a monsieur Tshisekedi, visiblement, qui veut se maintenir au pouvoir en changeant la constitution. Monsieur Kabila nous l'a dit. Il y a d'une autre part l'opposition républicaine qui est ici, qui veut d'un dialogue pour voir dans quelle mesure remettre les choses sur le rail parce que tout n'est pas rose. Merci. En troisième position, j'ai fini déjà. En troisième position, il y a cette opposition. Vous allez me dire, oui, juridiquement, ça n'existe pas. Je suis d'accord avec vous. Oui. Mais en étant pragmatique, je constate qu'il y a quand même des gens qui s'opposent au pouvoir en prenant les armes. Et quelle est donc la solution, à mon avis? Quelle est donc la solution?